Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Et alors, les luttes environnementales commencent aussi à donner de la voix en URSS en 1960 avec le lac Baïkal, au Japon avec la maladie de Minamata. Des luttes différentes, mais qui présentent des similitudes quand même. Oui, absolument, oui. À chaque fois, l'État, mais on retrouve cet aspect de rivalité internationale, de compétition internationale, qui fait que si on ne se modernise pas, si on n'adopte pas ces techniques extrêmement polluantes et dangereuses pour la santé, eh bien, on va prendre du retard. Donc, et l'État défend donc les industriels, ou alors se fait industriel lui-même, comme en URSS, pour garder sa place dans la compétition internationale. C'est primordial pour l'URSS, qui est engagée dans une course à la croissance à partir de 1945 avec les États-Unis. Et donc, effectivement, donc à Minamata, c'est l'État japonais qui va protéger une industrie pétrochimique qui a des effets désastreux sur la santé, avec un grand nombre de cancers et de malformations des nouveau-nés. À Minamata, les faits sont connus, mais en fait, rien n'est fait, puisqu'on n'a pas de technique. Il y a des photos, pourtant, déjà à l'époque, impressionnantes. Il y a des photos extrêmement impressionnantes. Il y a des événements médiatiques comme les suicides de chats, en fait, les chats qui perdent leur orientation et qui finissent par tomber dans la mer. Il y a un ensemble de choses. On est sur des bouleversements traumatisants. Tomber dans la mer depuis des falaises, oui. Oh là, oui. Les chats de Minamata. Et donc on a ces éléments-là que tout le monde voit, donc d'une destruction de l'environnement qui est qui est reliée à la présence de l'usine, mais pas d'action véritable parce que faute de solutions techniques, eh bien on préfère maintenir l'usine que de la fermer. En fait, fermer, et ça c'était le cas au 19e siècle, fermer une usine, c'est vraiment rare, une fois qu'elle est là. Et en Russie, c'est autour de la défense, un projet gigantesque de l'État russe qui entreprend une mise au pas de la nature. L'URSS est immense, donc il y a tout un tas de grands projets. Et donc, un projet de construction d'usine au bord du lac Baïkal, qui est la plus grande réserve d'eau douce du monde, et une mobilisation immédiate dès 1955 pour la préservation de ce lac, qui va être en partie transformé quand même. Mais la résistance fait que les aménagements prévus n'ont finalement pas l'ampleur envisagée au départ. Oui, ils arrivent à limiter quand même un peu le... Et alors en 1962, bien sûr, un focus, parce qu'en fait ces doubles pages s'appellent des focus, donc un focus sur Rachel Carson, donc on en parlait tout à l'heure. En quoi est-elle une figure historique de ces luttes aujourd'hui, Rachel Carson ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que son ouvrage, donc Silent Spring, le printemps silencieux, est un succès mondial, traduit immédiatement aussi dans un grand nombre de langues, publié l'année suivante, dès 1963 en France. Donc succès mondial autour de la dénonciation des pesticides qui sont en train de se généraliser dans l'agriculture. Elle s'en prend en particulier au DDT, qui avait permis aux Américains de gagner la guerre du Pacifique et qui ensuite s'est répandu dans l'agriculture avec des campagnes de promotion absolument délirantes, où on faisait du DDT vraiment quelque chose de sans danger, alors qu'il y avait des documents internes à Monsanto qui disaient que c'était extrêmement dangereux dès 1944, qui avait des effets c'était un cancérigène potentiel très fort. Le DDT, c'était ce produit qui était dans l'agent orange ? Non, l'agent orange, c'est encore autre chose, mais qui naît aussi pendant Est-ce que c'était Monsanto aussi ? C'était Monsanto, Dow Chemical, les grandes entreprises, les grandes industries des pesticides états-uniennes. Donc inventé aussi, c'est un produit de la Seconde Guerre mondiale lui aussi. Et c'est un défoliant qui a été utilisé dans la guerre du Vietnam pour supprimer les feuilles, donc découvrir les guérillas vietnamiennes. Et détruire aussi les dégâts environnementaux monumentaux et faits sciemment, vraiment. Voilà, oui, c'était vraiment gagner la guerre en détruisant l'environnement, donc détruire les forêts et les moyens de subsistance pour la population vietnamienne. Voilà, comme ça, ils pourraient mieux voir les gens pour leur tirer dessus. Exactement, et puis priver les groupes armés de moyens de survivre. Subsistance. Vraiment détruire l'environnement pour gagner la guerre.
C'est bon. Mais les États-Unis ont fait ça, les Britanniques l'ont fait, les Français l'ont fait en Indochine, donc avant le Vietnam, oui. Et puis en Algérie. Donc bon, voilà, il y a une continuité, disons, une continuité coloniale et post-coloniale entre les différentes puissances qui ont utilisé ça. L'URSS n'est pas en reste. Enfin bon, voilà, on peut les renvoyer dos à dos. Oui. Quelle belle équipe. Et donc, oui, et Rachel Carson voilà, oui. est importante pour ça. Elle est aussi importante pour les stratégies de désinformation et de les manières dont les industriels ont tenté de la discréditer. Jusqu'à nos jours d'ailleurs, en la traitant d'hystérique, en l'accusant de ne pas être sérieuse. Alors, c'est une biologiste tout à fait confirmée, en la traitant de romancière. Mais comme justement j'avais lu, comme elle apportait des preuves scientifiques justement par rapport à tout ce qu'elle dénonçait, là ça devenait vraiment gênant pour eux. Oui. Et donc, mais la stratégie, ça a été quand même, malgré les preuves, de créer le doute, enfin voilà, de dire que tout ça c'était pas sérieux, et voilà. Et donc ce qui a un effet, parce que tous ceux qui n'ont pas lu Carson peuvent retenir que finalement c'était pas vraiment sérieux, c'est qu'une romancière qui a écrit ses propos sur Monsanto. Le fait qu'elle soit femme était aussi utilisé pour minimiser son. On l'a traité d'hystérique. Donc ce qu'on retrouve, voilà, dès qu'il y a des figures féminines qui apparaissent dans des combats, et bien on les ramène, on les discrédite par leur seule qualité de femme. Et donc là on pourrait penser évidemment à Greta Thunberg aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et les années 60 donc voient arriver les premières marées noires. C'est une étape très importante dans les luttes environnementales. Oui, c'est une étape importante. Alors ça marque aussi l'entrée du monde dans l'ère du pétrole. Le charbon n'a pas disparu, mais disons qu'en Occident, le pétrole prend le dessus, en particulier avec l'essor de l'automobile. Donc ça marque ce moment-là. Et puis ça marque aussi des dégâts considérables liés à cette mondialisation économique, donc à ces flux qui étaient relativement invisibles, ces flux de paquebots, ces flux de matière qui là, dans ce type de dégâts, deviennent tout à fait visibles, avec une population locale qui tente de sauver cette faune littorale, et qui donne des images emblématiques aussi de ces oiseaux, de ces macareux mazoutés. Voilà, et ces images locales que l'on peut relier à partir de là à des enjeux globaux. Ce qui est aussi peut-être un des tournants, c'est qu'on entre dans une mise en relation de ces dégâts locaux avec des phénomènes globaux. J'aimerais lire un passage du début de la troisième partie qui va de 1967 à 1979 et qui dit « En posant plus frontalement la question du modèle de développement, en désignant clairement la responsabilité de la société industrielle dans la dégradation environnementale, la conférence de Stockholm et le rapport Meadows en 1972, le fameux rapport Meadows, invitent le politique à se saisir de la question écologique. Car la contestation des années 1960 et 1970, qu'elle concerne la société patriarcale, l'exploitation animale, l'organisation néocoloniale, le génocide culturel des populations indigènes ou le racisme, se nourrit de la fracture de la modernité et trouve donc une alliance pratique, même si elle est parfois difficile et même houleuse, avec l'écologie. La question de la domination et des pouvoirs est bien souvent au cœur de cette conception qui invite à déconstruire les identités et les essentialismes et ouvre sur une ontologie relationnelle dans laquelle la question de la pluralité du vivant et de l'humain est centrale. Et ça, c'était dans les années 60-70, ça fait 50 ans. Donc, basiquement, je lis ça et quand j'entends toutes ces préoccupations extrêmement présentes actuellement dans les réseaux sociaux, par notamment les mouvements de la jeunesse, que ce soit pour les climats, les féministes, les écoféministes, les antiracistes, et puis l'ensemble sous le nom de luttes intersectionnelles. Donc, ça fait 50 ans qu'on radote, ou ça fait un moment que les sujets sont sur la table et Est-ce que vous avez une vision avec ce recul de qu'est-ce qui fait que ça patine, quoi? Je vois pas d'autres mots. Oui, alors effectivement, quand on met en relation ces idées de la fin des années 1960 et de toutes les années 70, et puis de nos jours, on se dit, mais ok, mais bon, on patine. Voilà. Mais sauf qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses. Et il s'est passé le fait il y a eu des stratégies pour endormir toutes ces contestations-là. Et là, les années 1980 sont fondamentales, avec l'apparition en particulier du développement durable, qui a pu donner l'impression que
le monde, enfin les pouvoirs politiques se saisissaient des questions d'environnement et des questions de domination culturelle, sociale, économique, et allaient agir pour résoudre ces problèmes-là dans une perspective de croissance heureuse et qui résoudrait l'ensemble des problèmes. Donc il y a eu, dans ces années 80 et 90, une prise en main discursive de toutes ces thématiques des années 1970, qui a abouti finalement à ne pas traiter les problèmes sur le fond. Oui, à nous endormir en fait, quoi. À nous endormir. Oui. Et qui fait que, eh bien, on est finalement amené dans les années 2010 à poser, et dans des termes parfois très proches, des problèmes qui étaient déjà posés effectivement il y a 50 ans. Là, il y a une histoire de la récupération et de l'inaction, disons, de l'inaction derrière un discours d'action et de volontarisme. Oui, et dans les faits, finalement, ça n'avance pas, ou pas beaucoup. On ne peut pas dire que ça n'avance pas, il y a des choses qui ont avancé, il ne faut pas être pas non plus beaucoup, mais pas autant qu'il aurait fallu, en tout cas sur les luttes environnementales. Et peut-être que ce qu'on peut rajouter, c'est que un effet positif du développement durable, pour ne pas faire un procès à charge, c'est que le développement durable a rendu quasiment impossible le fait de ne pas parler d'environnement, et pour une grande entreprise, c'est très difficile d'apparaître simplement comme un pollueur. On ne peut plus être pollueur et dire qu'on pollue, mais pour le bien de l'humanité, il faut intégrer dans son discours le développement durable et l'environnement. Au moins dans le discours. Au moins dans le discours. L'aspect positif, c'est, si on veut, c'est que ces entreprises se retrouvent face à leurs contradictions beaucoup plus facilement, elles ne peuvent pas tenir leurs engagements, et puis que désormais, l'environnement est partout. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'on voit qu'à partir des années 60-70, on voit donc quand même l'arrivée des ONG, de médias spécialisés sur l'environnement. Il y a une mobilisation quand même qui prend de l'ampleur, et aussi les organisations en réseau au niveau international, et plus récemment encore avec Internet. Ça, c'est quand même dans les choses positives, parce que jusqu'à ces années-là, on a l'impression que beaucoup de gens qui ont déjà tout élucidé, tout compris en fait, des problèmes que l'on vit et surtout des conséquences de ces problèmes qu'on n'a pas pris à bras le corps aujourd'hui. Mais ces ONG, c'est l'arrivée de Greenpeace, c'est l'arrivée qui vont relier des gens dans le monde entier avec des problématiques locales, mais qui se relient au niveau international, et qui du coup arrivent quand même quelquefois avec des actions très visibles médiatiquement, à faire parler enfin de ces problèmes d'environnement, à sensibiliser, à éveiller, à faire un travail peut-être qui manquait un peu avant. Oui, absolument. Et la sensibilisation est essentielle. Enfin, malgré tout, on n'en serait pas avec cette importance des thèmes environnementaux, écologiques aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu tout ce travail militant des années 1970. Leur travail est absolument essentiel. Alors peut-être on peut dire qu'il y a eu une forme, enfin il y a un échec quand on regarde toutes les données climatiques et de biodiversité, mais en même temps c'est ce qui nous prépare peut-être mieux que jamais à agir. Alors il ne sera jamais trop tard, puisqu'on pourra toujours limiter les dégâts, empêcher que ça soit pire. Donc c'est aussi grâce à ces mouvements-là et grâce à l'ampleur qu'ils ont pris, leur mise en réseau, ce que vous avez très bien dit, très bien expliqué. C'est grâce à ça aussi qu'on peut aujourd'hui qu'on peut agir peut-être avec qu'il est possible d'agir avec une opinion publique beaucoup plus sensibilisée à ces problématiques-là. Donc voilà. Et avec des mobilisations citoyennes qui peuvent amener la justice ou les politiques à bouger du coup. Exactement. Dans ces années 1970, expérimente aussi le recours de plus en plus fréquent au droit et au contentieux pour essayer de bloquer des projets, de bloquer des aménagements, de mettre des entreprises devant leurs contradictions ou leurs fautes. Donc là, on a un certain nombre de... Ça, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, oui et non, mais c'est nouveau dans la mesure où ce sont vraiment des combats pour l'écologie qui sont menés en justice. Alors que, disons, au 19e siècle, on trouvait beaucoup de procès d'entreprises qui polluaient et donc qui se retrouvaient devant les tribunaux parce qu'elles avaient pollué et qui devaient ensuite, certaines même prévoyaient ça dans leur budget de fonctionnement, rémunérer en gros les pollutions, compenser, payer des compensations monétaires aux riverains. Donc ça, c'était très fréquent au 19e siècle.
voilà, dans les années 1970, il y a vraiment des combats qui sont portés devant les tribunaux au nom de l'écologie. Et ça c'est sans doute tout à fait nouveau. On y est encore. Oui. Et c'est efficace. Enfin, il y a une efficacité forte là-dessus et qui fait que les aménagements, les aménagements aujourd'hui sont pour beaucoup bloqués, enfin plus difficiles à mener qu'avant. Voilà. Alors, il y a aussi un focus sur San Francisco, intitulé « Un laboratoire des luttes » dans les années 60. Donc là, on est en plein Summer of Love. Et qu'est-ce que ça donne alors du côté des luttes environnementales à San Francisco dans les années 60 ? On rejoint nos communautés. Oui, c'est ça. Alors voilà, San Francisco, c'est vraiment un lieu d'expérimentation qui va essaimer ensuite. Les États-Unis sont devenus le pôle, un peu le pôle culturel mondial, qui a une forte influence sur l'Europe désormais. Donc voilà, expérience communautaire effectivement, expérience aussi intellectuelle de jonction entre différents combats que vous avez évoqués tout à l'heure. Contre-culture. Voilà, mouvement contre-culturel. Un certain nombre d'expériences de lutte concrète autour de l'accès à la nature, de l'accès aux plages, de remise en cause aussi de formes de ségrégation raciale qu'il peut y avoir, de l'injustice environnementale, des mouvements aussi écoféministes qui peuvent faire leurs premières armes. Enfin bon, voilà, on est vraiment dans un moment d'effusion à San Francisco qui est un des pôles effectivement de créativité de l'écologie politique récente. Oui, c'est ça, parce qu'il y a pas mal de mouvements, même qui existent toujours aujourd'hui, qui ont émergé en fait à ce moment-là, à cet endroit-là. Oui, absolument. Et au Québec aussi, il se passe des choses, comme avec la revue Survivre. Ah oui. Survivre, 3 points de suspension, et vivre. C'était le titre de la revue. Oui, en fait, c'est d'abord Survivre, et puis ensuite qui devient Survivre et Vivre quelques mois après. Donc Québec effectivement, mais Québec et France, puisque ce sont des en particulier un groupe de mathématiciens, de physiciens qui du Québec, mais aussi de France, avec en particulier en France celui qui est le mathématicien le plus en vue, un des plus grands mathématiciens du monde à ce moment-là, Alexandre Grothendieck, et qui vont eux entreprendre une critique radicale de la science. On l'a évoqué un petit peu, le rôle de la science dans la dénonciation d'un certain nombre de problèmes, de calamités. Mais en même temps, la science a été aussi abondamment utilisée par les industriels pour essayer de calmer les craintes. En achetant des scientifiques pour réaliser on revient encore sur Monsanto, mais d'autres aussi, l'industrie du tabac, pour faire des études bidonnées en fait. Oui, donc il y a ça effectivement, et puis il y a aussi le régime de promesses qui a été très fort depuis le 19e siècle, et les scientifiques ont finalement ont été parmi les grands promoteurs de ces promesses que les problèmes d'aujourd'hui seraient résolus demain par la technique. Et finalement que la politique ne servait plus à grand chose, que c'était la technique qui pouvait régler tous nos problèmes, et y compris les problèmes engendrés par la technique. Et ce que dénonce à ce moment-là particulièrement Grothendieck et les autres dans Survivre et Vivre, c'est les collusions entre la science, l'État, l'industrie autour du nucléaire et des cataclysmes à venir qui seraient liés au nucléaire. Donc il y a aussi une peur du nucléaire. Il y a aussi une dénonciation de ce qui se passe au Vietnam, où Grothendieck se rend compte que, y compris les recherches les plus en apparence innocentes, ont servi aux Américains pour mener une guerre totale, qui est une guerre aussi qui passe par l'anthropologie, l'ethnologie, les mathématiques, la physique, pour mener une guerre totale et gagner cette guerre au Vietnam. Donc Grothendieck, à partir de là... Gagné, en fait. Qui n'ont pas gagné. En plus. Qui n'ont pas gagné, mais dont les effets sur l'environnement se font encore sentir aujourd'hui. Oui, puisqu'il y a même encore des procès là. Voilà, oui, l'agent orange a eu l'agent orange, a eu des conséquences très néfastes, et ça va durer. Et j'ai 2 minutes pour compléter, 30 secondes sur Grothendieck. Oui, bien sûr. Simplement sur Survivre et Vivre. Donc, de ce constat des mésusages de la science, et finalement de scientifiques qui travaillent sans se rendre compte à la destruction de la planète, une des conclusions de Survivre et Vivre, c'est qu'il vaut mieux arrêter les sciences et rentrer dans un rapport plus pratique aux choses, et en fait mettre les connaissances scientifiques au service de lutte et d'expérimentation. Grothendieck va aller plus loin, lui, en se retirant quasiment du monde. Il va finir sa carrière universitaire à Montpellier, et puis à côté de ça, il va se retirer en Ariège. Ils ont un vertige devant la puissance insoupçonnée des sciences, et peut-être que leur critique a pu sembler trop radicale sur les sciences, de mettre toutes les sciences dos à dos, mais en tout cas, ils forment un avertissement assez clair qui est assez vite oublié sur
la crédulité parfois que peut avoir la science, les scientifiques qui ne se rendent pas forcément compte de ce à quoi ils peuvent travailler. Et que le régime de promesse dans lequel rentre la science, en fait, est la science depuis le 19e siècle, est extrêmement dangereux pour l'environnement et pour la planète, pour la survie de la planète. Et en 1973-1974, on a bien sûr le Larzac, lutte emblématique, devenue mythique. Je conseille notamment le formidable documentaire Tous au Larzac de Christian Rouault, exceptionnel, qui est sorti en 2011, qu'on peut toujours trouver en DVD, je pense, ou peut-être en streaming aussi. Je crois que je l'avais vu en streaming. Quelques mots du Larzac qui a marqué l'histoire française, là, pour du coup. Ouais, Larzac est une lutte un petit peu fondatrice... fondatrice, c'est une expérience extraordinaire et donc dont on peut retrouver des éléments dans les ZAD actuels. Donc projet de contestation de l'extension d'un camp militaire qui donc menaçait les agriculteurs alentours qui étaient expropriés, indemnisés mais expropriés. Et donc à partir de là, dans le mouvement, dans l'après-mai 68, vont converger vers ce Larzac à partir de 1971, vont converger dans le Larzac un certain nombre de groupes politiques très hétéroclites, mais qui vont se retrouver dans le Larzac aux côtés donc, de paysans plutôt marqués par le catholicisme, et donc dans un département qui vote plutôt à droite, plutôt conservateur, et qui vont se retrouver à lutter contre l'État aménageur et contre l'État militaire et aménageur. Donc une conjonction de luttes et qui va nourrir aussi les luttes pour une autre agriculture, une agriculture paysanne, et c'est là qu'un certain nombre d'argumentaires qu'on retrouvera ensuite avec la Confédération paysanne vont trouver aussi leurs racines et vont se forger. Oui, José Bové aussi fait également ses premières armes là, il vient de Bordeaux et il va s'installer dans le Larzac. Il était très présent. Très présent, voilà. Donc Larzac, et puis avec des expérimentations dans les modalités de lutte, le fait de bâtir des lieux, essayer de ralentir l'avancée des militaires en bâtissant, en rachetant les terres aussi, en les parcellisant au maximum pour complexifier les rachats et le mécanisme d'expropriation. Mais c'était violent aussi. Et quelques affrontements, effectivement, affrontements dans des manifestations. Même si il n'y a pas eu... Il me semble qu'il y a eu une maison qui avait été, je ne sais plus si c'était une bombe mais il y a eu plastiquée. Oui, plastiquées. Ah, c'est possible. Ouais, j'ai plus en tête, mais c'est bien possible. Moi, je l'ai vu il y a assez longtemps, mais je me souviens que c'était vraiment, il y a un moment, c'était plus que tendu, c'était vraiment violent matériellement, quoi, et physiquement même. Oui. Mais eux, ils ont réussi à avoir gain de cause finalement. Alors donc ils ont réussi. Donc Valéry Giscard d'Estaing s'englue un petit peu dans ce dossier-là, et c'est ensuite François Mitterrand qui, voulant se donner une image écologiste, il l'avait promis. Il était venu sur le Larzac dans les années 1970. Il avait été très mal reçu, mais il avait promis que s'il devenait président, le projet d'extension du camp serait retiré. Et bien il tient sa promesse. Il tiendra aussi sa promesse pour Plogoff et pour la centrale nucléaire de Plogoff, pour un certain nombre de dossiers, mais bon, pas sur tous malgré tout. Oui. Et c'est à cette époque aussi que l'on voit apparaître le concept de décroissance. Alors là aussi, il y en a des controverses sur ce sujet. Oui, c'est à ce moment-là aussi, c'est ces années 1970. Alors là, il y aurait plusieurs choses, mais il y a le rapport Meadows en 1972 qui lui propose une croissance zéro. Donc pas la décroissance, mais une croissance zéro, qui projette les tendances de croissance actuelles, les tendances de prélèvement en ressources, les tendances d'émissions de gaz à effet de serre et d'un certain nombre de polluants, et qui dit qu'il faut arrêter la croissance, arriver à une croissance zéro, et penser à une nouvelle répartition des richesses, en gros. C'est dans le rapport Meadows qu'il y avait les limites planétaires, les 7, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est 7 indicateurs. Donc ils projettent, c'est l'arrivée des modèles informatiques, la puissance de calcul de l'informatique qui permet de compiler des données volumineuses et de faire des projections. Et donc ils prévoient... alors ce qui est intéressant, c'est que toutes leurs projections sont justes, c'est très rare. C'est très rare. Généralement, les économistes se trompent assez rapidement, sont démentis par les faits. Là,
voilà, tout est encore, on est sur leur projection, et ils prévoient donc eux un effondrement si on ne fait rien au milieu du 19e, quelque part au 21e siècle. Ils n'ont pas la précision à l'année près, mais quelque part à un moment donné, la demande ne pourra plus être satisfaite, les pollutions sont devenues trop nombreuses, la population trop nombreuse, et donc il n'y aura plus de possibilité de satisfaire nos besoins essentiels, il y aura un effondrement économique. Donc voilà. Il y a cette pensée-là, et à côté de ça, il y a quelqu'un d'autre qui est Nicolas Georgescu-Roegen, au même moment, en 71-72, qui lui théorise la décroissance. Pareil, appuyé sur des modèles mathématiques. Il faudrait faire toute une généalogie des différents courants décroissantistes, disons, mais le mot n'est pas beau. Mais là, c'est à partir de modélisation mathématique où il se sert des lois de la physique, des lois de la thermodynamique pour montrer que nous sommes en train de dilapider des énergies fossiles facilement utilisables sous des formes inutilisables, en gros du gaz carbonique, qu'on est également en train de dilapider des ressources minérales, donc les différents métaux, sous des formes qui seront aussi de plus en plus difficiles à réutiliser, qu'on est en train d'en immobiliser un certain nombre, qu'on ne pourra plus utiliser par la suite, et qu'on se dirige vers les limites planétaires, les limites naturelles, et que donc on va vers également un effondrement si on ne fait rien. Ça a le mérite de rappeler que c'est pas inépuisable les ressources. Voilà, sur il Terre. rappelle ce qu'on savait, voilà, que les ressources ne sont pas inépuisables et que la technique ne peut pas tout. Et que la technique en particulier soit reporte les problèmes. Donc ça, c'est ce que pointe le rapport Meadows dans sa critique des solutions technologiques, c'est que généralement les solutions ne font que reporter les problèmes. Oui, parce qu'on ne travaille pas sur les causes, on travaille sur les effets. Voilà, exactement. Comme les semenciers et leurs engrais qui nous ont sortis, c'était quoi, il y a 4-5 ans, non, ou un peu plus, que pour lutter contre le déclin des abeilles, ils allaient fabriquer des petits robots abeilles, vaut mieux en rire tellement c'est ridicule, mais voilà, des petits pollinisateurs qui allaient remplacer les absolument. millions d'abeilles qui disparaissent. Je trouve que c'est un bel exemple de cette absurdité où on travaille sur les effets au lieu d'essayer d'améliorer ce qui crée les problèmes, quoi. Exactement. Et c'est cette lecture-là aussi, donc de ces textes de Georgescu-Roegen ou du rapport Meadows qui permet aussi d'apporter des éléments critiques au projet de transition énergétique actuel, où il n'y a pas de prise en compte qui repose sur des modèles de croissance relativement continue, et qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre de limites planétaires. Cette transition énergétique dans un modèle de croissance risque, si on lit un certain nombre de scientifiques et d'économistes, risque de ne faire que reporter les problèmes vers un certain nombre de ressources minérales qui sont également en quantité limitée. Oui. À cette époque, donc, les transformations dans les façons d'habiter la Terre s'accélèrent et des luttes environnementales apparaissent un peu partout sur la planète. On trouve un focus sur Ivan Illich au Mexique, un autre sur les femmes au secours des forêts en Inde, avec le mouvement Chipko en 1973 et la catastrophe de Bhopal. Là, un peu plus tard, en 1984, Bhopal, par contre, vous y consacrez un focus d'ailleurs dans la partie suivante sur Bhopal, un autre sur Arne Næss pour sa deep écologie en 1972 en Norvège. Donc on voit que vous avez travaillé vraiment large et au niveau planétaire. Et puis en France, les sujets de lutte se multiplient entre le nucléaire, la chasse, les déchets industriels, Superphénix. Les luttes commencent aussi à avoir plus de poids à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors c'est difficile à dire, puisque on a un certain nombre de luttes là qui ne se soldent pas forcément par des victoires. Par des réussites, oui. Donc elles prennent de l'ampleur numérique, oui, c'est-à-dire que là on a des mobilisations massives. Oui. Mais pour autant, il n'y a pas forcément de victoire. Donc c'est difficile de répondre à votre question. En tout cas, on rentre dans ce moment où tout projet d'aménagement commence à être contesté, et donc les aménageurs doivent y réfléchir à 2 fois avant de proposer un projet. Mais ils arrivent quand même s'ils sont ralentis, à en faire passer la plupart. Et ça reste vrai jusqu'aux années 2000, ou encore malgré tout dans les années 2000 et 2010, un grand nombre de projets
continue à voir le jour. Donc voilà, l'exemple de Notre-Dame-des-Landes ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, le retrait de là on a encore les Notre-Dame-des-Landes. jardins d'Aubervilliers très récemment là. Et j'ai interviewé des jeunes de Youth for Climate justement sur les assises du journalisme à Tours qui se sont mobilisés pour cette cause-là. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, est-ce que c'est très pertinent en région parisienne construire un solarium pour les Jeux Olympiques sur des endroits où il y a des jardins partagés et tout ça. Si dans l'éducation aussi, parce qu'ils se plaignent beaucoup dans Youth for Climate, ils ont fait une tribune d'ailleurs dans le JDD au printemps en réclamant à ce que l'éducation prenne beaucoup plus en compte à ce que par l'éducation ils soient mieux informés. Et on a l'impression que l'éducation, elle est restée un peu, elle aussi, en rade, quoi. On n'a pas forcément suivi l'évolution. On retrouverait les affres du développement durable qui ont envahi les programmes scolaires depuis les années 90 et qui ont pu laisser penser que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et on trouverait des solutions. Ou que, disons, une forme d'utopie qu'il y avait dans le développement durable était une utopie réaliste. Enfin, l'idée de pouvoir concilier réduction des inégalités, protection de l'environnement et puis croissance économique. Donc, il y a, voilà, et je voudrais rajouter, puisque j'y pense avec ce que vous venez de dire, mais que les luttes sont formatrices et les luttes sont un magnifique moyen de s'éduquer et d'éduquer les autres et de forcer certaines personnes qui n'ont aussi pas d'intérêt à voir le problème, eh bien, à le voir et à assumer leur position et à clarifier leur position. Oui. Je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs qui aujourd'hui récupèrent l'écologie. Je pense au secteur du bâtiment, par exemple. Le secteur du bâtiment est un problème. Bâtir, c'est un problème aujourd'hui. Il faut réinventer ce secteur-là. Et les grands groupes de BTP ne peuvent pas ingérer la question écologique sans s'effondrer. Ou alors, s'ils le font, ça sera du greenwashing, ça sera des tentatives de manipulation. Pas réellement efficace. Ouais. Pas réellement efficace. Donc les luttes sont là aussi pour forcer ces acteurs-là à être mis devant leurs contradictions et devant l'impossibilité de faire aujourd'hui d'artificialiser des terres en respectant la biodiversité et le climat. Non, voilà, c'est pas parce qu'on met des arbres sur un parking que ce parking est vert. Oui, c'est ça. Alors après, c'est sûr qu'au niveau politique, on aimerait qu'il y ait aussi plus d'accompagnement parce que la transition de tous ces emplois, puisque c'est toujours ça aussi qui revient sur le tapis, le problème de tous ces secteurs qui, dans l'idéal, devraient s'arrêter ou fortement diminuer, et que ce soit l'élevage intensif, que ce soit l'aviation, il y a beaucoup de secteurs qui ne peuvent plus continuer au même rythme, et sans forcément arrêter complètement, mais au moins, si on voulait diminuer dans les proportions où il faudrait diminuer pour réellement se tenir, pour ne pas que nos degrés flambent et que donc les eaux nous inondent nos côtes. J'ai vu des projections encore récemment avec l'ONU, là, ils ont sorti la semaine dernière. Il y avait Bordeaux et Anglette au Pays Basque où on voit selon si on a plus 1 degré, plus 2, plus 3, plus 4, et on voit l'ampleur de la montée des eaux, c'est-à-dire des surfaces inondées en fait. Et à moyen terme, parce que là on ne parle pas dans 3 siècles, on parle à notre siècle évidemment. Donc c'est sûr que on se dit qu'il faut aussi une vraie volonté politique pour accompagner tous ces secteurs économiques à faire des transitions. Est-ce que les moyens sont mis est-ce que les réflexions sont vraiment mises en place, les moyens financiers pour tout ça? Bon, pour moi, la question reste posée, mais... Bon, la réponse est... Voilà, la réponse est là. La dernière partie, c'est 1979-1999. L'impact humain sur la planète donc prend là une ampleur sans précédent. Qu'est-ce que l'on peut dire de ces 2 dernières décennies et pourquoi vous les avez réunies, ces 2 dernières décennies-là? Pourquoi ces dates-là? Parce qu'il y a une impression dans les années 1980 d'une forme de reflux des luttes. Alors en fait, ça serait relativisé puisque par exemple les contentieux ne cessent pas dans les années 80, mais disons par rapport
à cette sensation d'effusion de l'écologisme connecté à d'autres problématiques dans les années 1970. Dans les années 1980, il y a une forme de tassement. Donc on a rassemblé autour d'un... Voilà, qu'on a voulu mettre ensemble, puisque dans ces années-là, on a un affermissement des connaissances scientifiques sur le climat, par exemple, et sur la variation, enfin sur la responsabilité humaine dans la modification de l'atmosphère et donc dans un réchauffement climatique à venir. On peut voir que à la fin des années 1970, il y a un relatif consensus scientifique sur ce sujet-là, et que c'est à ce moment-là que commencent à s'inquiéter des grands acteurs du pétrole, par exemple, qui vont eux-mêmes financer des études pour mieux comprendre le réchauffement climatique, donc Exxon en particulier, avec des documents qui ont dû être remis à la justice américaine assez récemment. Donc Pourquoi ils ont dû être remis à la justice américaine ? Parce que justement leur inaction, enfin leur stratégie de mise en doute du réchauffement climatique a été dénoncée devant la justice américaine, et donc il y a des documents qui ont dû être produits par Exxon, des documents qui avaient fuité en fait, où Exxon avait entre les mains des rapports de scientifiques qui s'alarmaient des conséquences. On est à la fin des années 1970, qui s'alarmaient des conséquences catastrophiques du réchauffement climatique qui se préparait. Il y a une forme d'inertie dans le climat, donc on ne pouvait pas être sûr à ce moment-là. Enfin, il n'était pas mesurable encore, le réchauffement climatique. Il l'est à partir des années 1990. Mais par contre, on avait toutes les données pour dire que là, on était en train de modifier de manière extrêmement rapide l'atmosphère. Et donc ça a été dissimulé ? Et donc, avec ces données-là, Exxon a voulu en être sûr, donc a financé des études pour en être sûr, en particulier sur les océans, pour voir la capacité d'absorption du CO2 par les océans. A eu ces données entre les mains, pointues, vraiment le meilleur qu'on pouvait faire à l'époque. Et puis, à la fin des années 1980, après une période de tergiversation, s'est mise à rentrer dans une fabrique du doute. Financer les climato-sceptiques, en gros. Et donner de l'audience, favoriser l'audience de climato-sceptiques qui n'ont pas forcément été payés directement par Exxon. Certains avaient de bonnes raisons de le faire, détestaient ce nouveau courant écologique et voulaient une forme de vengeance contre eux, et donc se sont mis à nier cette question du réchauffement climatique, et avec l'appui d'un certain nombre d'industries, dont les pétroliers, qui ont repris les méthodes de l'industrie du tabac ou de l'industrie de l'amiante. Des pesticides et des engrais. Et des pesticides et des engrais. Oui, effectivement. Et cette période s'achève avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, avec ce concept d'anthropocène posé par Paul Crutzen. Qui a l'avantage, même s'il est encore contesté par les géologues, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une trace géologique de cette période si courte dans l'histoire de l'humanité, de ces 2-3 derniers siècles, a le mérite, comme le concept d'écosystème, de nous donner à penser la réalité et les changements infligés par l'homme à l'ensemble de la Terre. Enfin, même si on ne l'appelle pas anthropocène, et même si certains contestent que ça puisse être... en tout cas, ce n'est pas encore reconnu vraiment par tous, mais en tout cas, tous les chiffres, eux, sont là. Quel que soit le nom que l'on veuille en faire, une ère géologique ou pas, les chiffres de tous ces dégâts sur la planète créés par l'activité humaine, et dégâts maintenant qui mettent la survie de l'humanité en péril. Donc il est temps qu'on se réveille là quand même. Tous les chiffres sont là, effectivement, sur ces modifications absolument extraordinaires causées par les sociétés industrialisées à l'ensemble du système Terre et à l'ensemble des écosystèmes. Là, on a effectivement les données sont en quantité extraordinaire. Il n'y a pas un jour sans qu'on ait des nouvelles données sur l'extinction de la faune, de la flore, ou sur nos émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Tous les indicateurs montrent aussi qu'on est sur une même pente de croissance, et que malgré les grands discours, rien ne change fondamentalement. On pourrait en conclure que toutes les luttes n'ont servi à rien, mais je pense qu'au contraire que c'est
inspiré de ces luttes passées et des moments où il y a eu des démobilisations, des moments où les intérêts politiques et les intérêts économiques qui avaient intérêt à poursuivre un certain nombre de destructions, eh bien, ces intérêts-là se sont imposés. Eh bien, pour les luttes actuelles, voir ce passé, c'est peut-être être moins crédule face à l'ampleur des intérêts qu'il y a à affronter et des intérêts qui ne se laisseront pas faire. Ils ne se laisseront pas faire soit en tentant de discréditer, soit en tentant de rassurer, ce qu'ils ont fait depuis le XVIIIe siècle, soit peut-être en agissant aussi par la répression et la violence, comme ils ont très bien su le faire aussi par le passé. Oui. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve très encourageant avec ce livre, c'est qu'ils sont extrêmement courageux, quoi, tous ces acteurs, ces actrices dans ces luttes environnementales. C'est intéressant pour tout le monde de lire ça, parce que c'est déjà, il y a une vision globale d'évolution au pluriel de nos sociétés, au niveau industriel et puis au niveau de notre rapport à cette nature on s'en mettait à l'extérieur. Heureusement, beaucoup de nos penseurs nous incitent depuis quelque temps à voir ça autrement, à nous inclure dans la nature, d'ailleurs même à ne plus employer ce mot de nature. D'autres nous disent de ne plus employer non plus le mot environnement, parce que ça aussi c'est une façon de mettre à l'extérieur. Mais toutes ces réflexions sont intéressantes, c'est intéressant de les écouter, de les mener nous-mêmes, de remettre en question aussi toute la façon, parce qu'on a appris, moi à l'école on m'a appris une certaine façon de voir que ce soit l'histoire avec la colonisation, avec tout notre rapport au monde aussi sur toute cette période, et puis de voir, c'est une histoire de comportement, d'attitude par rapport au vivant aussi, qu'il est temps de remettre en question si on veut survivre. C'est plus juste, avant on pouvait dire des lubies d'écolo dans les années 70, c'était facile aussi de décrédibiliser tous ces gens-là avec la vision hippie ou la vision des communautés, ça faisait pas très sérieux. Et en fait on se rend compte que même si tout n'a pas été rose non plus dans les luttes environnementales, il y a eu des dérives, vous en parlez aussi, de certaines pensées, de certains mouvements, mais c'est quand même vraiment important. Et moi j'encourage tout le monde, toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. C'est un très beau, très très beau livre, et alors surtout en plus pour les images, quoi, parce que ça c'est super, tout cet historique d'images, de photos, d'affiches. Il y a 250 images, 100 récits, 3 siècles de débats et de combats, donc aux éditions Textuelles. Et vous êtes 4, on va peut-être, je vous laisse citer vos 3 collègues. Oui, donc Anne-Claude Ambroise Rendu, Charles-François Matisse, Alexis Vrignon et moi-même pour les auteurs des textes. Et puis c'est aussi l'occasion de saluer le travail extraordinaire fait par l'illustratrice et par la graphiste, donc Caroline Pochant et Caroline Pochois, sans qui évidemment ce livre n'aurait pas été le même. Donc voilà, c'est une belle œuvre collective en tout cas. Ouais. Un bien beau livre. Je vais mettre, comme d'habitude, chères auditrices et auditeurs, le lien dans le texte de description du podcast que vous pouvez retrouver. Alors, si vous êtes sur une application, vous retrouverez le texte en cliquant sur le titre ou selon votre application. Enfin, il y a toujours le texte qui est accessible quelque part, de description de ce podcast avec un lien pour acheter sur le site des librairies indépendantes. On peut commander le livre directement. Et franchement, c'est un beau livre. En plus, là, on va arriver vers la fin de l'année pour les fêtes. J'y avais pas pensé, mais en parlant, ça me vient. C'est vraiment un beau cadeau là, soit pour ceux qui s'y intéressent déjà, soit pour éveiller ceux qui ne s'y intéressent pas. Voilà, un beau livre. Une histoire des luttes pour l'environnement, aux éditions Textuelles. Un grand merci pour avoir pris le temps de nous expliquer tous ces sujets, d'en parler, et j'espère d'avoir donné envie à nos auditrices et auditeurs d'aller se plonger dans ce livre. Merci beaucoup Anne pour cet entretien. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de tomes, parce que ça voudrait dire qu'on n'a toujours pas avancé. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, bonne continuation. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet,
N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.